Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Notre invité reçoit ce jour Loïc Le Floch-Prigent. Il est ingénieur, chef d'entreprise. Il a dirigé de grandes entreprises françaises, dont, entre autres, Gaz de France, la SNCF et bien sûr Elf Aquitaine, devenue aujourd'hui Total. Il est aussi écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Merci Loïc Le Floch-Prigent d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, nous vivons une situation un peu difficile à comprendre du point de vue français. Au Mali, les Français ont été priés de partir. Au Burkina Faso, je parle de l'armée française bien entendu. Au Burkina Faso, pareil. Au Niger, pareil. L'ambassadeur a été prié de partir. Comment vivez-vous, vous qui connaissez bien l'Afrique, qui avez été un grand acteur économique sur le continent, comment vivez-vous ce changement de rapport entre la France et certaines de ses anciennes colonies? Je le vis très mal parce que je pense qu'il y a une empathie énorme entre les Français et l'Afrique, entre l'ensemble du continent africain, hein, pas seulement francophone. Enfin, moi, j'ai été dans les pays comme l'Angola, le Mozambique, j'ai été en Éthiopie, etc. Il y a vraiment une empathie forte, une connaissance réciproque. Et les gens connaissent bien la France, connaissent bien les Français, connaissent bien les valeurs de la France et son développement. Et cette espèce de caricature qui conduit à dire il y a une armée, donc on chasse la France, est quelque chose d'affreux pour moi, parce que je n'ai jamais considéré, moi, être représenté par ni le gouvernement, ni l'armée française dans les pays où j'étais. Donc c'est horrible. C'est horrible pour moi. On a le sentiment aujourd'hui que la France politique découvre avec étonnement ce changement de paradigme. Oui, parce que je pense qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé. Enfin, je dirais assez souvent qu'il y a de l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'effort de comprendre ce qu'était la culture africaine, de comprendre ce qu'était la civilisation africaine, je réponds la civilisation africaine, et ce qu'elle pouvait nous apporter. Parce qu'il y a énormément de choses. Moi, je sais que, comme j'ai beaucoup discuté avec une terminologie qui est toujours un peu délicate sur la palabre, c'est fantastique comme institution. Et si jamais on ne comprend pas ce qu'est la palabre, on ne comprend pas une partie de nous, partie de nous, même français. C'est l'idée qu'on peut débattre, qu'on peut discuter, qu'on attend de se mettre d'accord et qu'on arrive avec l'esprit ouvert pour écouter la parole de l'autre. C'est en train de devenir un capharnaüm, nos pays occidentaux aujourd'hui. Dès que vous me prononcez un mot, vous avez un anathème. Oui. Alors que en Afrique, c'est impossible. Oui. Donc, je pense qu'il faut que les gens reprennent conscience de ce que nous avons fait, de ce que nous avons compris, de toute la littérature qui existe sur la culture africaine, et qu'on se dise, bon, c'est les gens avec qui nous sommes en empathie, et il faut continuer à vivre avec eux. Et on va continuer à vivre avec eux, parce qu'il y a énormément de connaissances communes. Moi, j'ai un nombre d'amis en Afrique considérable. Et donc, c'est pour moi, dire la France est une d'Afrique, c'est pas moi. Alors je dis, moi, écoutez, moi, je suis pas française. Moi, si la France est moi, je suis breton. Je m'appelle Loïc. Est-ce que j'ai le droit de venir? C'est impossible. C'est impossible. C'est partie de ma vie que l'Afrique. Ce qui alimente aussi les tensions entre la France et certains États africains, c'est la politique à géométrie variable de votre pays, la France. On ne comprend pas pourquoi on adoube un putschiste et on rejette un autre putschiste. Comment vous comprenez? Est-ce qu'il y a de la lisibilité dans la politique africaine? Il y a une incohérence politique générale que je dénonce quasiment tous les jours sur les domaines qui me concernent, c'est-à-dire l'industrie, l'énergie. Je le dis tous les jours. J'ai un blog, j'ai des livres, je suis à 14 livres sur le sujet. Je fais des émissions de télé, de radio, etc. Sur ça. Sur l'Afrique, c'est pareil. Il y a une méconnaissance du passé, une méconnaissance de la situation d'aujourd'hui, et puis aucune vision de l'avenir.
Et donc là, c'est dramatique. Alors cette vision de l'avenir, comment allons-nous la reconquérir? Je pense qu'on va la reconquérir grâce aux contacts que nous avons, les contacts intimes que nous avons, nous Français, avec beaucoup d'Africains. Et on va recréer ça, mais je dirais qu'à l'insu ou contre les gouvernements. Parce que les gouvernements ne comprennent pas et ne veulent pas faire l'effort de comprendre effectivement ce qu'est l'Afrique d'hier, ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui et ce qu'est l'Afrique demain. Vous parlez de méconnaissance des Africains, de la culture africaine. Un cas concret très rapidement, Monsieur Loïc Lefroc-Prigent, le général Abdourahmane Triani prend le pouvoir au Niger, invite l'ambassadeur français et il dit « Je ne réponds pas à votre invitation. Sylvain Ité s'appelle « Je ne viens pas à votre invitation parce que vous n'êtes pas démocratiquement élu. » Et on lui dit « Dans ce cas, plier bagage et rentrer en France. » Si vous aviez été son conseil, vous lui aurez conseillé cette attitude? Jamais. C'est-à-dire que la démocratie actuellement développée, soi-disant avec les élections, est une fausse démocratie. C'est pas ça. Il fallait que les Africains inventent leur propre démocratie. Et donc, alors, ils vont peut-être l'inventer aujourd'hui avec des putschs militaires en faisant autre chose. Mais moi, je suis heurté par le fait qu'il faille passer par les militaires, par l'absence de liberté, l'absence d'expression, je suis heurté par ça, parce que c'est pas ma conception des choses. Mais disons que je comprends très bien que les nouveaux dirigeants du Niger considèrent que les dirigeants actuels c'est une démocratie frelatée qui les a mis au pouvoir. Je n'arrête pas de le dire. Vous n'arrêtez pas de le dire. Canet de route d'un Africain. Un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a d'abord inspiré l'écriture de ce livre que vous... J'ai été pris par le dictateur du Togo, Faure Gnassingbé, et j'étais depuis un certain temps en prison et j'étais malade. Il avait fait 3 ans. Je savais pas si j'allais perdre la jambe ou perdre la vie si jamais j'étais pas opéré. Et j'étais en train de mourir en Afrique. Oui. Et j'aime l'Afrique. Et j'avais envie d'exprimer mon amour pour l'Afrique. C'est en prison que vous avez écrit ce livre, au Togo. Oui. Vous y dites la chose suivante, parlant précisément des communautés. Ces communautés solidaires basées sur les traditions, la langue, l'ethnie, le village, c'est la réalité de l'Afrique. Quand on est français, quand on a dirigé un grand groupe comme ça, normalement, on reste dans les hôtels, dans les palaces, on dîne seulement avec les chefs d'État. Oui, ça c'est vos fantasmes. Habituellement. C'était les fantasmes, de mes juges aussi. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis un homme de terrain. Moi, quand je vais quelque part, où que ce soit, j'étais dans 110 pays, je vais d'abord sur les marchés. C'est la première chose que je fais. Avant de voir les gens, avant de voir ça, je vais sur les marchés. Vous allez voir les gens d'en bas, les gens ordinaires. Sur les marchés. Comment ils vivent, comment ils achètent, voilà, c'est ça mon sujet. J'achète des produits et je vends. C'est comme ça que j'ai vécu. C'est comme ça que j'ai vécu tout le temps. Donc, je vais pas changer. C'est pas parce que je suis devenu chef d'entreprise et chef de grande entreprise que j'ai changé, que j'ai mon point de vue. Donc j'ai vu la manière dont les gens vivent. J'ai été dans les cages. J'ai vu la manière dont les femmes prennent le bois et se foutent en l'air les poumons en soufflant. C'est très intéressant. J'ai vu ça. J'ai vu la manière dont le palu arrivait et dont on avait du mal à trouver les petits 40 000, les petits 70 000 pour faire une injection. J'ai vu ça. J'ai vécu ça. C'est très intéressant. Et donc c'est ça et j'aime l'Afrique parce que finalement ce que nous avons fait en dehors de toute civilisation, ce que nous avons fait, c'est que nous avons appris ce qu'était un dispensaire, un hôpital, un médecin, etc. Donc c'était important. Oui. Et donc la chaîne qui conduit maintenant à une augmentation importante de la démographie, elle est directement liée au progrès sur la vaccination et les soins médicaux. Oui. Et donc ça a été un apport, même si on peut rejeter un grand nombre d'apports de la civilisation occidentale, c'est un fait que si jamais aujourd'hui il y a une démographie galopante, elle est
quand même directement lié à la baisse de la mortalité, notamment à l'essor de la médecine. Moi, dans mes premiers pas en Afrique, il y avait sur 9 enfants, il y en avait 3 ou 4 qui restaient. Maintenant, c'est la majorité des enfants. Peut-être les Africains auraient-ils pu aussi développer leur propre médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, alors là, c'est le physicien chimiste qui parle et l'industriel. Oui. Je dis que ça a du bon. C'est-à-dire que il y a quand même des médecines, même les Chinois, parce que je suis allé quand même beaucoup en Chine, ils ont une médecine traditionnelle. Bon, simplement, par exemple, sur le cancer, elle ne fait que prolonger la vie du cancéreux, mais elle ne soigne jamais. Pas soigner. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des anticancéreux qui soignent. Vous avez adopté une approche méthodologique pour écrire ce livre, qui était liée à ma lecture favorite, qui est Out of Africa de Karen Blixen. D'accord. Et Karen Blixen, elle écrit en disant, j'ai une anecdote, et puis avec cette anecdote, je vais vous expliquer. Et j'aime bien cette façon de faire, donc j'ai repris ça. J'ai repris, et donc j'ai repris des anecdotes variées dans des pays que j'ai pu... Et vous êtes allé au contact des gens, et vous avez pu observer la pauvreté, la richesse, la fortune, la richesse des gens d'en haut, mais aussi la pauvreté des gens d'en bas. Vous venez de parler de la femme qui endommage son poumon en soufflant sur le feu de bois. Ça veut dire que pendant 60 ans, nos partenaires au développement ne nous ont pas aidés. Non, mais souvenez-vous, je dois avoir quelque chose là, j'imagine, si je ne l'ai pas écrit, je l'ai enlevé, mon éditeur l'a enlevé, mais quand vous vous promenez avec un chauffeur de taxi dans une des villes africaines, et que soudain vous voyez une belle maison, et alors il monte la maison, oui ça c'est la maison, et il a dit ça c'est la route numéro machin que de l'Union économique européenne. Vous voyez, donc les gens savent. Oui. Les gens savent que l'argent a été détourné pour faire autre chose que... Mais pas seulement. Peut-être que ce que vous nous proposez n'est pas adapté aussi. Bien sûr. Parce que ça fait 60 ans que vous nous octroyez l'aide au développement. C'est idiot. Je considère que ce n'est pas l'aide au développement qu'il faut faire, c'est autre chose. Il faut faire quoi selon il faut relever le niveau intellectuel des gens et puis leur proposer du matériel industriel pour qu'ils puissent voir s'ils sont capables de faire. Et lorsqu'on fait ça, parce que je l'ai fait, parce que je ne parle pas comme ça en l'air, on s'aperçoit qu'ils trouvent des mécanismes qu'on n'avait pas imaginés à partir des machines qu'on leur donne. Donc ils ont... Et le potentiel existe. La créativité, l'intelligence, la compétence est là. Et on le voit bien avec l'outil informatique. On voit bien que les meilleurs escrocs sont du Nigeria et ils ont une utilisation qu'on n'imagine pas de l'outil informatique. On voit bien une intelligence africaine qui est insoupçonnée par les gens qui n'ont pas voulu aller regarder sur le terrain ce qui se passe. Beaucoup d'Africains sont mécontents, la France ne comprend pas le mécontentement. La France, qu'est-ce que vous devez vous le conseiller? La France institutionnelle, bien sûr. La France politique. Institutionnelle. La France politique, la France institutionnelle. Oui. Les Français vous comprennent. Moi, je leur dis, les Français vous comprennent. Accueillez les Français et travaillez avec les Français qui ont envie que vous vous développiez. Et moi, je dis, il est clair que vous avez intérêt à développer vos matières premières en industrie et que des Français, pas les Français, des Français peuvent vous y aider parce qu'ils ont foi en ça. Et c'est vos gouvernements en général, et souvent un certain nombre de gens bien intentionnés qui n'ont pas envie et qui ont envie de se construire des maisons, des châteaux, et puis d'acheter des immeubles à Miami ou à Paris. Hein, vous voyez, je parle de personnes en particulier, mais je les connais. Hein, voilà. Et ça va pas. Ça va pas. Il faut que vous appreniez avec vos techniques. Moi, je sais que j'ai trouvé des mécaniciens ingénieux, extraordinaires, parce que je disais je voyais des camions, je dis ceux-là, ils ne démarrera jamais. Oui. Il disait t'inquiète pas Loïc, on va dehors, on va voir. Non, mais c'est pas de problème. Ils arrivaient à fabriquer des trucs absolument incroyables. Bon, voilà. Donc l'ingéniosité est là, la volonté est là, la volonté de développement est là. Simplement, il faut laisser les énergies se développer. Et ce n'est pas effectivement en leur donnant des conseils que ça marche, c'est en leur donnant des outils pour qu'ils fassent. Et donc, quand je vois, là actuellement, je vois avec la flotte française, vous savez, la flotte française de pêcheurs, la flotte française, on a trop de flottes.
Bon, alors, il faut détruire les bateaux. Je vois des marins qui sont en Bretagne, chez moi, qui voient leurs bateaux détruits. Et qui disent, pourquoi on ne les donne pas aux Africains? Ah non, il faut surtout pas les donner aux Africains. C'est terrible, c'est terrible. Le gaspillage qu'on a sur les choses qu'on a... Donner. Et moi, quand ma mère prenait des machines à coudre, elle prenait toutes les machines à coudre que vous pouvez imaginer, elle les envoyait en Afrique. Vous n'imaginez pas ce que dans les pays où elle envoyait les machines à coudre, ce que les gens ont fait des machines à coudre. Ils ont mis des automatismes à côté. Ils ont mis, vous savez, des machines chingères qui fonctionnent remarquablement. Peut-être que la France institutionnelle, la France politique doit aussi changer de regard et de rapport au continent. Il faudrait que la France politique change. De mon point de vue, qu'elle change, il faut qu'elle change de regard, bien évidemment. On ne peut pas continuer à... Il y a une sorte d'arrogance et de mépris qui est insupportable. Merci Loïc Le Floch. Président, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Carnet de route d'un Africain, notre regard sur l'Afrique. Merci d'avoir été notre invité. Nous avons besoin de l'Afrique autant que les Africains ont besoin de nous, mais nous avons besoin de l'Afrique. C'est un continent absolument extraordinaire. Merci à vous d'avoir été notre invité. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Restez fidèles au programme de NCA, la nouvelle chaîne africaine. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.